Il est en fait adapté sur un ovni dans le milieu aéronautique. Le Fuga Cyclone est le premier et le seul planeur à réaction au monde. Il apparaît dans les années 50 et c'est le résultat d'un formidable ingénieur, Pierre Mauboussin. Un nom mondialement connu pour la joaillerie et dont il fut un des directeurs de la maison familiale. Mais sa deuxième passion, ce sont les avions. Et il va se lancer avec un autre ingénieur français, Robert Castello, dans la construction d'un planeur à réaction. Avec une originalité, le propulseur est au-dessus du fuselage. Alors, pour ne pas brûler la dérive arrière, la solution, ce sont des gouvernes en papillon. Et ça explique entre autres que l'empennage papillon, c'était très bien, parce que le jet réacteur passait entre les ailes du papillon. Le concept est repris pour le Fuga Magister. Mais le réacteur est déplacé dans le fuselage, ce qui va bénéficier à la patrouille de France. Ça permettait de mettre le deuxième solo dans le papillon. C'était plus esthétique qu'il y ait une porte ouverte au nez de l'avion qui se mettait derrière sur le dos. Le masquage du charognard n'existe plus. Et c'est un vrai bénéfice pour les spectateurs qui découvrent cet avion aussi près du leader. Pour les pilotes, c'est aussi un avantage dans la performance de l'appareil. Pour la traînée, c'est-à-dire ce qui va freiner l'avion, au lieu d'avoir un plan fixe et un plan vertical, on n'a que deux plans horizontaux qui sont un petit peu plus grands, et donc ça freine un peu moins l'avion. Le Fuga Magister est une réussite esthétique avec son empennage nouveau. On peut à la fois faire monter le nez de l'avion et le faire aller à droite, mais avec un petit peu moins d'efficacité que si on avait deux gouvernes dédiées. Mais la masse de l'avion avec sa propulsion en font un aéronef exceptionnel. On était toujours proche du public. Pour faire un looping, il nous fallait 1000 mètres de hauteur. L'avion est idéal pour la patrouille de France, mais il est à la base un engin dédié à l'apprentissage. Il a été conçu comme un avion d'entraînement pour la formation des pilotes de chasse. Donc en fait, à l'avant se trouvait l'élève pilote, pour qui c'était des fois même le baptême de l'air, c'était le premier avion, et à l'arrière, ils partaient avec leur instructeur. Les doubles commandes lui permettent de reprendre la main s'il sent que l'élève n'a pas une maîtrise correcte de l'appareil. Son manche est relié au même arbre que celui de l'élève. C'est le plus fort qui gagne. Si l'élève pilote devant veut incliner à gauche et puis que le moniteur veut incliner à droite, c'est le plus fort qui gagne. Parce que là, c'est vraiment en liaison directe, les commandes. L'instructeur peut terminer le vol et même atterrir s'il y a une impérieuse nécessité. Mais parfois, ce n'est pas que l'élève qui pose problème. La panne de l'avion et la tragédie peut très vite arriver. En témoigne l'accident survenu en juin 1967. Devant près de 400 000 spectateurs rassemblés pour la fête aérienne du Bourget, l'un des 9 appareils de la patrouille de France prend une trajectoire inattendue et finit par s'écraser au sol. Le capitaine Dutoit aux commandes meurt sur le coup. Il n'a pas pu s'éjecter, car il n'y a pas de siège éjectable. Le Fuga Magister ne dispose pas de cet élément indispensable sur les avions de chasse. Et les accidents qui suivent en 1969 et 1973, tuant 4 pilotes lors des entraînements, imposent à la patrouille de France de chercher une solution. Un siège éjectable, ça a besoin d'une base qui est stable pour pouvoir s'éjecter, parce que quand le siège part, il y a une énergie qui part exactement dans le sens inverse. Et en fait, le Fuga a été un peu trop léger pour permettre un siège éjectable. Ces sièges sont des éléments ultra complexes dans un avion de chasse. Avec de la pyrotechnie, des cartouches d'explosifs, de petites fusées, ils sont en plus constitués de milliers de pièces. Ce sont les armuriers sur les bases aériennes qui en sont responsables. Ils les contrôlent fréquemment, car le moindre dysfonctionnement peut avoir des conséquences gravissimes. Le siège peut ne pas s'expulser de l'avion, ou partir dans une mauvaise direction. Il peut heurter la verrière sans que celle-ci ne se brise avant. Les jambes peuvent heurter la console centrale
et être tranché d'un coup sec. Alors, s'il est trop tard pour revoir la conception de l'avion, l'armée entrevoit une possibilité. Et elle est étonnante. On a fait des essais du fameux Yankee Escape System. Le Yankee Escape System est une solution externe à l'avion même. Un mode d'expulsion du pilote qui peut être installé sur tout type d'aéronef. Mais le fonctionnement de cette invention est pour le moins déconcertant. Sur les salons aéronautiques, des démonstrations ont même lieu pour convaincre les pilotes de l'adopter. Un parachutiste d'essai qui venait au sol, sur une petite plateforme, qui venait avec sa fusée, qui était pas très haute, qui faisait moins d'1 mètre de haut, dans un gabarit. Il mettait à feu cette fusée qui décollait, qui le tirait par la peau du dos et il lui faisait faire une parabole et il se reposait instantanément à côté de sa palsor. Le Yankee Escape System impressionne alors tout son auditoire. Car ce n'est pas le siège qui est tiré par la fusée, mais bel et bien le pilote. La violence avec laquelle l'éjection se produit ne rassure pas. Mais les accidents du Fouga Magister demandent à explorer toutes les pistes. Des essais ont lieu sur l'avion. J'ai participé un petit peu aux essais d'environnement dans l'avion, positionnement de cette fusée, positionnement de confort pour le pilote, parce que le siège changeait complètement d'allure, avec des bretelles peut-être plus fines, avec des systèmes de percussion de l'ouverture de la verrière. Mais éjecter un pilote dans l'étroitesse du cockpit d'un Fouga Magister est une affaire trop contraignante. Le placement de la fusée est trop compliqué dans un avion qui n'est pas prévu à la base pour cette installation. Le projet est finalement abandonné. Et quelques années après, il y avait déjà prévu l'Alpha Jet, donc ils ont laissé tomber. S'il n'y a pas de place pour un siège éjectable conventionnel, il n'y en a pas beaucoup plus pour le kérosène. Traditionnellement, la voilure en contient une grande partie. Mais le dessin de cet avion, un planeur à la base, n'a rien à voir avec les autres. Il n'y a pas de carburant à cet endroit. Ce qu'on appelle une aile sèche. Et le réservoir de fusage de mémoire, c'est de l'ordre de 600 litres. Ce qui est quand même pas gigantesque. L'avion est suffisamment lourd comme ça, et que si on rajoutait encore du carburant, il faudrait une piste de 4 km pour pouvoir décoller. Si les ailes sont laissées à vide, les ingénieurs ont néanmoins imaginé une nouvelle réserve aux extrémités. Ce sont ces fameux bidons. Ils ont une contenance de 230 litres. Avec une telle capacité, le Fouga peut voler sur une longue distance. Mais les avions de la patrouille de France, eux, n'ont pas besoin de ce surplus de kérosène. Leur terrain de jeu ne doit pas s'éloigner des spectateurs lors des meetings. Alors pourquoi des bidons sont-ils accrochés en permanence sur les ailes? La raison, c'est l'équilibre de l'appareil en vol. Ce qui fait voler un avion, on l'oublie souvent, c'est pas l'air qui pousse sous l'aile, c'est l'air vers le haut, qui crée une dépression. C'est ça qui fait voler l'avion. Pour assurer une portance optimale, il faut éviter que l'air au-dessus et au-dessous ne parvienne à se retrouver. Du côté du fuselage, il n'y a pas de possibilité. Mais à l'extrémité des ailes, c'est le risque. Il faut alors un élément bloquant le passage entre les deux masses d'air. Les bidons remplissent parfaitement ce rôle. Et ils différencient encore un peu plus cet avion de tous les autres. Sur certaines figures, les réservoirs donnent encore davantage l'impression de se frôler et que les ailes ne sont plus qu'à quelques centimètres. C'est parfois le cas, mais les risques sont en réalité très faibles. On peut essayer de se toucher si on a envie de faire des expériences, mais c'est impossible de se toucher. On se touche si on a une vitesse de rapprochement assez forte, assez grande. Là, on peut se toucher. Mais si on essaye d'y arriver tout doucement, bidon contre bidon, c'est impossible. Il se passe une telle pression entre les bidons que les bidons, on a l'impression qu'ils se frottent, mais ils ne se touchent pas. Ces ailes si particulières avec leurs bidons.
Cet empennage en papillon à l'arrière et cette silhouette font que le Fouga Magister ne ressemble à aucun autre avion. Le Fouga connaît une longévité exceptionnelle pour la patrouille de France. 24 années de meetings et de shows aériens entre 1956 et 1980. C'est un avion qui a marqué toute une génération. Il y a eu plus de 12 000 pilotes de chasse formés sur le Fouga aussi. En France, il est possible de voler sur des Fouga Magister. Et c'est une particularité de cet appareil. C'est le seul avion de chasse accessible au grand public, comme ici à Beauvais. Des vols initiatiques sont proposés pour quelques milliers d'euros. Les gens qui montent dedans, qui n'ont jamais fait d'avion similaire, ne s'attendent pas à ce à quoi ils vont vivre là-dedans. Ce sont des sensations uniques. On a des sensations qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est pas du tout comme un tour dans une montagne russe. Il faut vraiment faire un tour pour se rendre compte de ce que c'est. Les accélérations qui vont du haut vers le bas. On a l'impression de se sentir lourd, les fameux G dont on entend parler souvent. Si les civils peuvent s'essayer sur un Fouga Magister, ce n'est pas le cas pour les Alpha Jet. Ils sont réservés au monde militaire et à la patrouille de France. Mais combien de temps encore? En 2035, l'aéronef à l'allure de Dauphin devrait être remplacé par un autre appareil. S'agira-t-il du Rafale, fleuron technologique du constructeur tricolore Dassault, ou d'un nouvel engin d'entraînement?